Bonsoir à tous et bienvenue sur l'info continue sur Canal 3 Bénin. L'actualité nationale, c'est entre autres la célébration du 35e anniversaire de la tenue de la conférence des forces vives de la nation de février 1990, 35 ans d'expérience du renouveau démocratique, 35 ans faits du haut et des bas dans ce nouvel élan amorcé par le Bénin. Et bien, dans nos élaborations de ce soir qui s'inscrivent dans la droite ligne du devoir de mémoire consacré à ces assises nationales, on se propose d'examiner le chemin parcouru par notre pays, le Bénin, ces 30 dernières années, pour ne pas dire 35 ans durant. L'exercice, nous le ferons avec Dr Tchefa, sociologue politiste, chercheur à l'Institut d'études politiques et de stratégie de développement. Dr Aimé Tchefa, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali Para. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. On va développer tout à l'heure l'actualité, comme je l'ai dit, c'est entre autres la conférence nationale des forces vives de février 1990. Ça fait 35 ans. On va revisiter cette histoire, une synthèse à travers la revue de presse spéciale conférence nationale que nous propose Asiongbon Kani Asiongbon. Et puis on revient en plateau, développer le reste. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans le numéro 3631, paru le 27 février 1990, le journal Les Ouzou affichait le gros titre « Le suspense continue. Au nom de la Bible, au nom de Jésus-Christ, soyez éclairés, l'Esprit est avec vous ». C'est en ces termes que le président Kérékou a terminé à 1h45 du matin son intervention lors de sa visite, la deuxième dans la journée, aux délégués à la conférence nationale. La perplexité qui s'est emparée des conférenciers à la fin de l'intervention du chef de l'État était à la mesure de toute la responsabilité qu'il revient à la conférence de prendre en toute connaissance de cause. Au nombre des articles de la parution du 27 février, le journal notait le spectre de Mohamed Cissé à la conférence, en révélant au nom de ses pairs, anciens présidents de la République, que des sources proches dignes de foi leur ont annoncé le retour de Mohamed Cissé. Justin Ahoumanegbe a touché un point sensible à tous les Béninois. La sécurité des participants à la conférence. Nous avons appris de sources sérieuses concordantes que Cissé revient à Cotonou dans les tout prochains jours avec les mercenaires de nationalité libyenne. La vive réaction que cette nouvelle insolite a suscitée est à la mesure de l'image controversée de ce personnage qu'on dit aussi marabout et à qui, à tort ou à raison, on a attribué de nombreux coups bas à défaut d'informations officielles de nos autorités. C'est le ministère libyen des Affaires étrangères qui a réagi par l'entremise de l'ambassade de la Libye à Cotonou. Citation, « Nous élevons la protestation la plus énergique contre les affirmations de ce message qui tendent à faire croire qu'un commando libyen se mettrait aux ordres de certains Mohamed Cissé pour venir perpétrer un coup d'État au Bénin. Ces allégations sont dénuées de tout fondement et sont montées de toutes pièces par des ennemis communs des peuples béninois et libyens qui voient de mauvais œil les très excellentes relations fraternelles qui se tissent et se consolident chaque jour entre les deux peuples. Fin de citation. C'était la revue de presse spéciale Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. Merci d'avoir été là. Voilà, une petite synthèse de journée des 26 et 27 février 1990, telle que rapportée par Asiongbon Kani Asiongbon, qui a feuilleté les pages du quotidien de service public et Ouzou de l'époque. Docteur Aimé Tchefa, on revient maintenant en plateau. Quel regard sociologique portez-vous sur ces assises nationales, ces assises de février 1990? Merci, monsieur Ali Para. Je voudrais commencer par dire que je ne suis pas ici pour déposer mes élucubrations, mais pour analyser les faits. Je dis bien les faits.
Vous savez, cette conférence nous a donné l'opportunité d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et quand je dis nous, il s'agit du Bénin. C'est le Bénin qui, en fait, a sonné le glas. Premier pays donc de l'Afrique à faire une conférence nationale pour prétendre à la démocratie, pour mettre en place un état de droit et donc garantir la liberté. C'était trop posé à l'époque. C'est comme un rêve. Parce que une fois que cela est survenu, vous allez voir que dans nombre de pays nous entourant, c'est survenu. Véritablement, le Bénin est pratiquement le seul pays où ça a véritablement réussi. Vous voyez, on a pu avoir... Ça sous-entend que d'autres pays ont copié le modèle. Mais ça n'a pas fonctionné. Souvenez-vous, dans le Zaïre de Mobutu à l'époque, il y a eu une conférence nationale, il y a eu un évêque qui a été désigné pour conduire les travaux et en définitive, ça a échoué. Inutile de vous rappeler le Togo avec l'œuvre de Monseigneur Philippe Podro. Ça a échoué. Véritablement, c'est au Bénin que cela a réussi. Et donc, nous sommes perçus de ce point de vue-là. Quand je dis nous, c'est le Bénin. Nous sommes donc perçus comme le pays qui a sonné le glas de la démocratie, pour ne pas exagérer, hein, le berceau de la démocratie africaine, bien entendu, cette démocratie avec les caractéristiques qui rendent compte aussi de notre mentalité, de notre sociologie, de notre anthropologie, bref, de notre culture politique, et qui existe et qui, en dépit de tout ce qu'on dira, est en train de faire son bonhomme de chemin. D'accord. Alors, en termes de retombées, que dirons-nous? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme retombées de ces assises, de cette conférence nationale? C'est la fondation de l'état de droit. Nous sommes un état démocratique. Souvenez-vous, de 91 à aujourd'hui, nous avons organisé 7 élections présidentielles. Et ces élections ont eu lieu, si vous voulez, dans une grande ferveur. L'alternance est une réalité. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait combien d'organes de presse? Et si vous entrez dans l'univers médiatique béninois à l'époque, en dehors de la chaîne de service public, vous avez Golf comme journal, presse écrite à l'époque. Aujourd'hui, regardez tout ce que vous avez comme foison. Une démocratie se bâtit au jour le jour. Une démocratie est secouée au jour le jour. Et la démocratie, en fait, ce n'est pas une destination, c'est une route. On l'a fait avec les vicissitudes de cette route-là, avec des compromis, des négociations, des ajustements, au fur et à mesure qu'elle n'y a pas de destination figée en termes de démocratie. En définitive, la marche vers la démocratie. En définitive, non. En définitive, non. Si le temps le permet, nous allons visiter les démocraties que vous appelez les grandes au monde. Il n'y a pas de démocratie parfaite. D'accord, on va arriver à ce niveau. Mais je voudrais comprendre, en 90, quand on faisait l'option de la démocratie, il n'y avait pas une autre formule? La démocratie était la seule option, selon vous? Il y en avait d'autres, puisque d'ailleurs, nous n'étions pas en démocratie. C'était le marxisme-léninisme. Ben, nous n'avons pas autre option pour un autre chemin à part le chemin de la démocratie. Quelles étaient les autres portes? Non, il y en avait. En son temps? Il y en avait, puisque d'ailleurs, ce n'était pas la démocratie qui était en train d'être pratiquée en ce moment. C'était le marxisme-léninisme. Nous avons, par exemple, la possibilité d'être des communistes. Nous avons choisi le libéralisme économique. Parce qu'il ne faut pas oublier, la démocratie, de fait, pourrait instaurer le libéralisme, et c'est ce à quoi nous sommes arrivés. Donc, il y avait plusieurs options, mais disons que c'est la meilleure en fait. En matière de gouvernance, en quoi? En matière de gouvernance des États, en fait, le pouvoir appartient au peuple. Il faut aller aux urnes pour élire les dirigeants du peuple, faire en sorte qu'il y ait la séparation des pouvoirs. L'exécutif n'interfère pas dans le judiciaire, n'interfère pas dans le législatif, et qu'il y a un arbitre plus haut qui est la Cour constitutionnelle, qui s'occupe des questions de droits de l'homme, mais en même temps régule et coordonne l'action entre les institutions
pour pouvoir trouver si le droit a été dit ou non, surtout dans les questions purement législatives. Mais ça, c'est l'ossature même de la démocratie. Mais bien entendu. Mais est-ce que dans la pratique, c'est ce que nous avons? Est-ce que nous avons vraiment la séparation nette des pouvoirs? Est-ce que nous n'avons pas d'interférence d'un pouvoir au niveau, au sein d'un autre? Ne voyez pas ça comme ça. Je vous ai déjà dit. Écoutez, en France, qui nomme les magistrats? Aux États-Unis, qui les nomme? Vous voyez, dans tous les pays, quand vous prenez le pouvoir judiciaire, son autonomie de l'exécutif n'est jamais à 100%. Le ministre de la Justice est membre du gouvernement. Il est nommé. Le chef de l'État est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais le droit est dit et la justice est rendue au nom du peuple. Parce qu'il n'y a pas ce magistrat-là qui, voulant rendre une décision de justice, oublie son peuple. Non. L'ancrage même, si vous voulez, même s'il est nommé, l'ancrage qui lui permet d'exercer sa fonction, et ce dans quoi il tire sa légitimité, directement ou indirectement, c'est le peuple. D'accord. Est-ce qu'au fond, la démocratie ne peut pas, je dirais, un canevas et que les praticiens ou les acteurs eux-mêmes font tout autre chose? Parce que si on annonce séparation nette des pouvoirs, pourquoi il y aura d'interférence par moment? Parce que dans la pratique, c'est ce que nous sentons. Non, il peut en avoir. N'ayez pas une vue idyllique de la démocratie. Puisque d'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau même l'a dit. Un gouvernement aussi parfait, d'accord, ne saurait être entrepris et réalisé par des humains. Nous sommes des humains. Vous voyez, des truands voudront du pouvoir et la démocratie la leur donnera. Je cite Rousseau. Oui. Des légats auraient voulu du pouvoir et la démocratie la leur donnera. Ceux qui ont de l'argent et qui voudraient exercer et concentrer le pouvoir dans une seule main, auraient voulu du pouvoir, et la démocratie la leur donnerait. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, c'est la pire des façons de gérer un État. Mais dans tous les cas, à comparer avec les autres systèmes, elle reste absolument la meilleure, pas la parfaite, mais la meilleure sur laquelle on pourrait s'appuyer pour gérer les États et les hommes. D'accord. Alors, de votre appréciation des choses, est-ce que vous pensez qu'en 90, quand le peuple béninois faisait l'option de la démocratie, est-ce que vous pensez qu'ils étaient conscients de ce qu'ils avaient choisi, du chemin qu'ils prenaient, ou bien c'est parce qu'on avait juste marre du régime du PRPB, du régime marxiste-léninisme de l'époque qu'on a voulu, en tout cas, toute autre chose, sauf l'ancien système? Ah oui, tout cela allait de pair. Le général Kérékou, 17 ans de marxisme, léninisme, avec ce qu'on connaît et par endroits quelques réussites, mais 17 ans, disons que globalement les gens en avaient marre. Et puis c'était pas de la démocratie, la parole n'était pas libre. Quand je vous parle de Ségbana, vous savez bien tout ce que ça vous rappelle en termes de souvenirs. Le Béninois voudrait en fait se défaire de tout cela. Le peuple en lui-même, est pris dans sa généralité, ne savait rien de la démocratie. Mais les intellectuels, les cadres, disons, qui avaient trouvé les moyens les plus subtils d'exprimer leurs préoccupations, en était bel et bien conscient. N'oubliez pas les interventions, par exemple, du professeur Paulin Rontondi. N'oubliez pas, par exemple, les interventions de Maître Robert Dossou. Donc, les cadres en étaient bel et bien conscients et savaient l'orientation globale qui était donnée au pays. N'oubliez pas l'intervention d'Eustache Prudencio, qui, en ce moment déjà, redoutait le multipartisme intégral. Oui. En ce moment-là. Et quand vous regardez aujourd'hui, Prudencio a raison. Le multipartisme intégral ne nous a pas apporté grand-chose en matière de construction de notre édifice démocratique. D'accord. Allez, on va venir également sur cet aspect. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme héritage de la conférence nationale de 90? L'héritage fondamental, c'est la démocratie. Monsieur Ali Para, nous avons organisé des élections. Si je me borne aux élections présidentielles, nous en avons eu 7. Il y a toujours eu alternance. Aucun président de la République du Bénin
n'a jamais fait plus de 2 mandats. C'est important, l'alternance. L'alternance pour un peuple a beaucoup de valeur. C'est parce qu'il y a alternance qu'un peuple peut accepter, subir les dictats de quelqu'un. Parce qu'il sait que dans tous les cas, il fera 2 mandats et il partirait donc au plus 10 ans. C'est important, l'alternance. Nous avons vu des chefs d'État dérouler chacun avec son style de management. Nous les avons vus déployer leur personnalité et tout cela, le peuple a appris. Nous avons des représentants à l'Assemblée nationale. Nous avons un pouvoir judiciaire qui, selon moi, marche à succès. Je dis bien à succès. Vous avez des organes de presse aujourd'hui qui foisonnent. Je vais dire, la parole est libre au Bénin. On parle. Même vous allez voir. Et puis, d'ailleurs, aujourd'hui... Certains vous diront que ce n'est pas vrai. Comment ils le diront en parlant? Ils le diront en parlant. Pas en faisant autre chose. Ils vont parler, soit ils vont écrire. Ce n'est pas à l'ère des réseaux sociaux. À l'ère des réseaux sociaux, ce n'est pas maintenant que la parole serait bloquée. Observez même, lorsque la HAC veut faire l'effort de réguler jusqu'à aller sur les chaînes en ligne, comprenez, c'est toujours un peu difficile. Même avec le code du numérique... Oui, mais cela est interprété comme une façon de limiter cette liberté. Est-ce que les gens parlent au total? Est-ce qu'il y a la liberté pour le Béninois de s'exprimer? Regardez nos frères de la diaspora. Il y a beaucoup de choses qui sont débitées et quand vous regardez le fond, il n'y a pas grand-chose qui soit véritablement sincère, qui soit véritablement pertinente. On ne trouve pas un véritable fond. Donc c'est pour vous dire, quoi que l'on dise, on parle. Oui, on parle, mais on estime qu'on ne parle pas librement. Est-ce que vous avez la même façon de voir les choses? Aujourd'hui, quelqu'un depuis sa chambre à coucher peut dire ce qu'il veut dire. Oui, et que dans sa chambre à coucher, on peut également aller le chercher. Pas toujours. C'est ça. Dites-moi, comme l'a Hugo Sosoupin, que vous lisez tout le temps, on est allé le chercher. Il est quelque part dans le monde. On vous dira que c'est peut-être parce qu'on ne l'a pas encore trouvé. Bon, d'accord, mais il parle. Et en général, ce qu'il dit est vrai. Le frère Onvi, vous avez imaginé tout ce qu'il a dit. Je ne sais pas si c'est lui qui a appréhendé. Moi, je vous parle du frère Onvi et non de Steve Amoussou. Je vous parle du frère Onvi. Regardez tout ce qu'il a dit et il continue à parler. D'accord. Vous voyez? D'autres parlent avec leur nom à l'état civil. Ce n'est pas ça qui manque. Il suffit d'aller sur TikTok ou sur YouTube et vous les verrez parler. Je vous dis, aujourd'hui, même si le Bénin n'était pas en démocratie, aujourd'hui des gens parleraient parce que le monde a connu une forte propension à cela à travers les réseaux sociaux. Et puis, tout cela, si vous voulez parler, disons en France, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne ou aux États-Unis, vous allez rester sans preuve de vos allégations? Non. Puisque pour ce que vous direz, vous pouvez être convoqué. Alors il faudrait apporter la preuve, puisque ce n'est pas de l'anarchie. D'accord, ça m'intéresse de savoir, de votre appréciation des choses, de votre façon de voir les choses. Est-ce que vous pensez que cette démocratie librement consentie en 90, les différents chefs, les différents dirigeants successifs ont pu s'arrimer à cette démocratie-là? Chacun l'a fait à sa façon. Ah bon? Parce que tous n'ont pas la même personnalité psychologique. D'accord. La personnalité psychologique peut influencer la façon de faire. Bien entendu. Monsieur Ali Para, le jour où vous deviendrez directeur général de Canal 3, votre personnalité, d'accord, sera ressentie automatiquement dans la façon dont cette maison sera conduite. Et si un autre collègue est nommé, ce ne sera pas exactement la même chose. Ce que nous sommes transparents dans tout ce que nous faisons. Et ça, on ne peut pas le nier. Le général Kérékou n'est pas le président Soglo. Le président Boni Yahi n'est pas le président Talon. Chacun d'entre eux est sensible à telle ou telle chose en fonction de ce qu'ils sont du point de vue psychologique. Et tout cela constitue la République. Sous tel président, vous aurez tel ou tel aspect des choses véritablement approfondies. Et sous un autre, vous aurez des aspects qui ne seront pas approfondis. Et tels autres seront approfondis. Vous savez, chacun d'entre eux à ses priorités. Et tous ne regardent pas le peuple de la même façon et avec les mêmes ressentiments. Ils sont ce qu'ils sont et ils ne peuvent pas être les mêmes choses. Cependant, il y a des points sur lesquels nous sommes tombés d'accord
depuis. Je crois que ces points ne seront plus remis en cause. D'accord. Alors, de 90 à aujourd'hui, le Bénin a fait du chemin. Quel chemin pensez-vous qu'il a fait exactement? Vous avez, dans un de vos développements, laissé entendre que la démocratie, ce n'est pas une destination figée, c'est une marche vers. C'est une route. Quel chemin avons-nous fait exactement? Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, je dis qu'il serait impossible de faire plus de 2 mandats au Bénin. Oui. Nous sommes tombés d'accord sur cela. Non seulement la Constitution l'a dit, la pratique démocratique nous a amenés là. La séparation des pouvoirs, quoi que l'on dise, il y aura forcément un pouvoir judiciaire, même s'il y a des interférences de l'exécutif, cela reste une évidence. D'accord. Observez bien, aucun de nos chefs d'État véritablement n'a réussi à obtenir une majorité confortable à l'Assemblée sans que cela n'ait de remous, même sous le président Talon. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, il avait souhaité une révision de la Constitution, sa majorité. Ce n'est pas passé. Quand bien même ils ont la majorité, les opposants ne font que 28 députés sur les 99. Pourtant, ce n'est pas passé. Et si vous regardez, même à l'intérieur de sa majorité, il y avait eu quelques fissures. Comment on interprète cela? Oui, c'est la démocratie. C'est toujours la vitalité de la démocratie. Mais pourquoi pas? C'est la démocratie. C'est la démocratie. Observez bien, aucun de nos chefs d'État ne peut véritablement fouler au pied les règles de démocratie, même s'il veut les contourner. Et puis tous n'ont pas la même inspiration, tous n'ont pas le même courage aussi. Même s'il veut les contourner, il le fera à l'aune des tests. Il va chercher des ajustements légaux et législatifs pour pouvoir y arriver. Il ne le ferait pas tout de go. D'accord? Et ces contraintes générées par le système ne le sont que par rapport à la vitalité de notre processus démocratique. D'accord. Alors, vous estimez que le président Talon n'est pas Nicéphore Soglo, autant Soglo n'est pas Kérékou, Kérékou non plus n'est pas Boni Yayi. Aujourd'hui, on note que les réformes sont passées un peu partout et que la réaction de certains Béninois laisse en quelque sorte à croire qu'on n'est pas prêt à des modifications, on n'est pas prêt à des changements. Est-ce qu'on avait vraiment perçu ce que c'est que la démocratie en son temps? Monsieur Ali Para. Oui. Lorsqu'une réforme est sérieuse et profonde, elle génère toujours des remous. Ah bon? Toujours. Une vraie réforme génère des réticences, de misonomie et surtout beaucoup de remous. Lorsque les gens ont des habitudes qui les arrangent et ils sont confortablement assis dedans et que vous venez les secouer pour leur arracher quelques acquis, ils ne seront pas contents. Prenons la réforme du système partisan. Allons-y. Il faut qu'on en parle un peu. Un peu. Bon. Est-ce que vous savez qu'il y avait des leaders politiques anti-griffes, qui ne maîtrisaient qu'un seul arrondissement, un seul quartier pour d'aucuns? Est-ce que vous savez qu'il y avait des leaders politiques qui avaient les sièges de leur parti politique dans leur sac? Il y avait des partis politiques qui, pendant 30 ans, n'ont jamais été élus à rien, n'ont jamais envoyé des élus à aucun niveau. Alors, ceux-là vendaient ce qu'ils avaient, le peu qu'ils avaient, aux candidats, et pouvaient être candidats n'importe qui. Il y avait des Béninois qui étaient candidats et pour enrichir leur carte de visite. Vous voyez? On se demande qui cela gênait, qui ça gêne. Mais moi, ça me gêne, moi, par exemple. Ah bon? En quoi ça vous gêne? Lorsque moi je parle de mon avenir, de l'avenir de ma descendance, et que lui, son problème est d'enrichir sa carte de visite, comment cela ne va pas me gêner, moi? C'est ça. Alors quand on parle des élections de proximité, et que vous avez quelqu'un qui n'a que sa célébrité ou bien sa force de frappe, comme on dit dans son arrondissement, qui ça gêne, c'est quand même des élections de proximité. Non, il est peut-être proche que de sa population. Voilà. Ou de sa zone de provenance. Lorsqu'il ne vend que cela, d'accord? Oui. Peut-être en attendant de trouver mieux. En attendant de trouver mieux. À un éventuel candidat à une élection présidentielle, ça crée de la marchandisation. Écoutez,
lorsque vous voyez quelqu'un... Mais est-ce que ça ne sous-entend pas que le candidat en question a besoin de lui également pour évoluer? Sinon, on pouvait s'en passer. La prochaine fois, il sera découragé. Il va tout simplement ramasser ses illusions. Non, ce n'est pas de ça que ce candidat aurait besoin. Ah bon? Il aurait besoin de véritables militants, de militants éthiques. Pourquoi? Parce que lorsqu'un dirigeant politique achète le pouvoir, paye les gens, s'installe, il n'écoute pas. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il a acheté. Vous parlez d'acheter. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, de votre appréciation des choses... Le système partisan a réglé ce problème. Vous pensez vraiment que l'argent a disparu dans le système électoral au Bénin aujourd'hui? Ben, il y aura des campagnes. Il y aura des campagnes électorales. Une campagne électorale a un coût. Mais ce que vous vendrez le mieux aujourd'hui, ce sont vos idées. C'est-à-dire que ceux qui, hier, pouvaient être candidats pour courir et faire un appel de fonds auprès de leurs partenaires à eux. Est-ce que vous savez qu'il y avait des gens qui étaient candidats juste pour courir un peu partout, dit à ceux qui voulaient les écouter, je suis candidat, j'ai besoin de moyens, j'ai une vision, alors qu'ils ne savent même pas ce qu'on appelle un projet de société. Ils n'en ont jamais rédigé et ils n'en savent absolument rien, mais ils prennent le fait d'être candidat pour racler un peu de sous. Ça aussi, c'est pas la démocratie. Mais bien entendu, ce n'est pas de la démocratie, ça c'est une forme d'expression de plutocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie n'est pas faite pour générer de l'argent, elle est faite pour gouverner les peuples. Elle les conduit à bon escient. Quand vous prenez cet exemple que je donne, aujourd'hui, ces gens-là n'ont plus cette possibilité. Vous avez de grands ensembles politiques. Et vous pensez que c'est l'absence de la possibilité dont vous parlez qui génère tant de remous, c'est ça? Les mécontentements qu'on note et autres, les habitudes qui ont changé. Ceux-là n'ont plus cette opportunité. C'est ça. Ceux-là n'ont plus cette opportunité. Mais visiblement, ils paraissent les plus nombreux. Mais pourquoi pas? Vous n'avez aucune idée de ceux qui faisaient les affaires. Vous ne pouvez pas savoir. Seule une étude pourra réellement vous dire leur effectif. C'est ça. Écoutez, vous vous souvenez dans ce pays qu'on avait eu 33 candidats à une élection présidentielle? Vous vous souvenez que... Mais ça n'a pas empêché le soleil de se lever le matin et de se coucher le soir. J'arrive, M. Ali Para. Rien n'empêcherait le soleil de se lever. Vous pensez que les 33, franchement, avaient un réel projet de société pour le Bénin? Et que ce qui les préoccupait, les 33, c'était véritablement le développement du Bénin? Il y avait beaucoup... Mais de toutes les façons, même si les 33 avaient, je dirais, les projets de société, avaient des visions les plus claires, les plus profondes pour les Béninois, ce n'est pas les 33 qu'on allait élire. C'est un fauteuil, ce n'est pas un banc. Alors, qu'est-ce qui gêne exactement? C'est la question qu'on se pose. Ce qui gêne, c'est qu'il y a beaucoup de plaisantins. Et là où il y a de plaisantins, on ne peut pas faire du sérieux. Il faut mettre un filtre. Je ne dis pas que ce qui est mis comme filtre est parfait et qu'il faut applaudir. Non. Le chemin faisant, nous allons parfaire. Vous pensez que pour le filtre en question, il y a toujours quelque chose à faire? Mais forcément. Par exemple, moi je dis il faut ajouter une bonne dose de parrainage populaire, comme en Côte d'Ivoire, comme au Sénégal. On a le parrainage des élus qu'il faut mixer avec le parrainage populaire. Pourquoi? Parce Qu'est-ce que cela sous-entend exactement? Cela sous-entend qu'il faut avoir un quota de signatures à requérir directement à l'intérieur du peuple pour pouvoir aussi valider ce que vous avez pris chez les élus. Pourquoi? Parce que les élus peuvent vous parrainer et ceux qui ceux qui ont voté pour eux, pour faire des élus, peuvent, monsieur Ali Para, si vous êtes un député et que je suis candidat et vous m'avez donné votre parrainage, ceux qui ont voté pour vous peuvent ne pas voter pour moi. Oh, ce serait bien que j'aille aussi vers eux pour recueillir leur parrainage. Et ça fait un compact beaucoup plus complet et beaucoup plus solide, avec une dose d'harmonie beaucoup plus sérieuse. C'est ce que je suis en train de dire. Si déjà... Donc ça sous-entend que ça devient objet de question lorsque, par exemple, un candidat à une élection, n'est-ce pas, bénéficie de tant de parrainage et qu'à la fin, il échoue. Mais pourquoi pas? C'est ça. Ce n'est d'ailleurs pas. Oui. Parce que le vote n'est pas systématique. Ceux qui ont voté à ces supposés parrains, n'est-ce pas, ne vont pas systématiquement voter. Ça ne peut pas être systématique parce que ce n'est pas l'élection des grands électeurs. D'accord. Donc, on est dans un système où le suffrage est direct. On a besoin de 28 parrains.
Mais peut arriver président de la République, quelqu'un qui a juste les 28. D'accord. Et quelqu'un d'autre pourrait avoir une quarantaine, une soixantaine, et peut ne pas être élu. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vois bien un peu. Parce que nous allons à une élection où le suffrage est direct. Il n'est pas indirect. Oui. Ce ne sont pas le nombre de... Ce ne sont pas les parrains que vous avez qui font de vous président de la République. C'est le peuple qui fait de vous président de la République. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut apporter une dose considérable de parrainage populaire. D'accord. Alors et ça se passe un peu partout. D'accord. On va conclure sur un autre aspect. Les questions de liberté publique, des droits de grève, des droits humains et autres font objet de vivre... Que mettez-vous dans le droit de grève? Bon, pour ce qui est retenu désormais en République, du Bénin, on estime que les droits de grève sont largement, pour ne pas dire, largement restreints, et par conséquent, ça pose problème au niveau des travailleurs. Et le droit de travail. Et le droit de travail. Finalement, c'est vous qui posez les questions. Vous savez, ça devient un peu plus intéressant lorsque les réponses viennent de vous. Je vous retourne cette question. Vous parlez de droit de grève. Oui. Moi, je parle de droit de travail. Oui. Vous pensez que les pays comme nous, nous avons même intérêt à gréver? Véritablement non. Véritablement non. Oui, on se demande, est-ce que c'est toujours la vitalité de la démocratie? C'était là, j'allais en venir. Mais pourquoi pas? Nous sommes arrivés là comment? Par une loi. Est-ce que c'est le chef de l'État qui s'est levé un matin pour dire je ne veux plus de grève? Il y a eu l'issue du Parlement. Si l'Assemblée nationale y est arrivée et que vous et moi, nous leur avons donné quitus, c'est la démocratie. D'accord. Une dernière question, et ce serait votre mot de conclusion, en tout cas la réponse que vous donnez. On estime que nous sommes dans un état de loi et non dans un état de droit. Vous voyez les choses de la même manière? Bon, la nuance quand même est perceptible. Ouais. La loi sert une cause donnée. Il peut y avoir une loi pour tout. C'est ça un état de loi. Mais un état de droit est un état qui garantit vos droits, qui en général sont les droits de la personne humaine. Vous avez droit à ci ou à ça, et l'État doit pouvoir vous garantir cela. Et tant que nous avons cette possibilité d'avoir un état de droit qui fonctionne, alors en définitive, l'état de droit l'emporte sur l'état de loi. Parce qu'il faut comprendre, ces notions viennent d'où? Il faut qu'on parte de la Grèce antique. Une loi, en général, est toujours prise pour résoudre un problème. Ce ne sera jamais pour en créer, mais ce serait toujours pour résoudre et toujours pour maintenir la vitalité démocratique et surtout qu'on soit... Et surtout qu'on continue par être un havre de paix. D'accord. Si cela est entendu... Vous, de ce qui se passe dans le pays, pensez-vous que nous sommes dans un état de droit ou dans un état de loi? Nous sommes dans un état de droit. Parce que je vais je m'en vais finir. Je vais vous expliquer. Allons-y rapidement. Ceux qui vous parlent d'état de loi aujourd'hui, puisqu'ils ne sont pas aux affaires, ou parce que tel que les choses se passent, ils n'y trouvent pas leur compte. Demain, s'ils sont là, ils vont vous dire que ce qui se passait là ne les engage pas et que maintenant, ce sont eux qui fabriquent les lois. Donc, ça dépend de là où on est positionné. Aimé Chiafa, merci beaucoup. Docteur Aimé Chiafa, merci d'être passé sur le plateau de Info Continue. On a débattu, entre autres, de la thématique centrale, conférence nationale et démocratie. Le Bénin a-t-il fait du chemin? N'est-ce pas? Nous avons eu les appréciations et les interprétations de Docteur Aimé Chiafa, sociologue politiste, chercheur à l'Institut d'études politiques et de stratégie de développement. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain pour partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.